Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à Washington? Qu'est-ce qui s'est passé à Washington aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé à Washington aujourd'hui? C'est important qu'on le sache. Alors, je vais vous faire écouter juste quelques extraits des événements de Washington. La terrible querelle entre Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, et Donald Trump, qui est donc le président des États-Unis d'Amérique, récemment installé, début janvier, dans ses fonctions. Alors, je voudrais vous proposer de voir un extrait de cette querelle, parce que certains d'entre vous n'ont pas vu ça. C'est du jamais vu. Chez moi, à Douala, on dit « na helele ». Ce qu'on a vu aujourd'hui là. En Bassa, on dit « masouma mangira ». En Douala, on dit « masouma punda ». La fin des temps est arrivée. Tout est dehors, tout est versé. Nous sommes vraiment à l'ère du verseau. Tout est dehors, tout est versé. Zelensky s'est levé de l'Ukraine pour rendre visite aux États-Unis sur invitation, que dis-je, convocation de Donald Trump. Manifestement, l'accord de paix que Donald Trump souhaite que Zelensky signe avec la Russie et l'accord, de compensation que Zelensky doit signer avec les États-Unis, tout était déjà rédigé. Vous vous souvenez d'une vidéo où on montre le président français Emmanuel Macron conduit comme un écolier par Donald Trump dans une pièce qui lui pointe le document et lui donne un bic. Et lui dit signe. Et poliment, gentiment, sans régimber, le président Macron signe. Pour ma part, je n'ai pas encore su ce qu'il a signé. Mais on a la vidéo dans laquelle Trump l'amène et lui montre. Il dit, écris là. Et il est ici. Donc, je crois que c'est le même scénario qui était préparé pour Volodymyr Zelensky. Il était supposé venir signer les documents que son maître américain, le chef de la plus grande puissance de l'OTAN, a préparé pour eux tous, pour qu'ils viennent signer et que les histoires d'aller vers une guerre nucléaire, tout ça s'arrête. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Et ce qui est vraiment impressionnant dans cette affaire, c'est que le désaccord entre les deux hommes, on verra plus précisément que c'était même trois hommes, c'est-à-dire Donald Trump et son vice-président, d'une part, et d'autre part Zelensky. Ce désaccord a éclaté devant les journalistes du monde entier. Astaghfirullah. Balok Pekin. Dans l'histoire diplomatique du XXIe siècle, c'est la première fois qu'un clash d'une telle importance ait lieu dans le bureau ovale, c'est-à-dire le bureau symbolique et sacré des présidents des États-Unis, avec un chef d'État étranger en mondovision. Donald Trump lui-même, en concluant cette phase-là, a dit que les images de ce clash avec Zelensky allaient faire de très bonnes émissions de télévision. Lui-même, il était d'accord. Il a dit, c'est sûr que les télévisions et Internet vont chauffer ce soir. Et que lui, il a laissé exprès. Il a permis exprès que tout cela soit vu pour montrer sa bonne foi et montrer que lui, il est un homme de transparence. Bon, sans plus tarder, alors comment on va procéder dans cette affaire? Je vais essayer de vous montrer un extrait de tout ceci. Traduit en français, c'est mieux. Un extrait de tout ceci traduit en français. Et à partir de là, vous allez vous-même vous faire une opinion, parce que certains d'entre vous n'avaient sûrement pas vu ce qui s'est vraiment dit. Parce que vraiment, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Non. C'était chaud aujourd'hui à Washington. Tu pouvais cuire les œufs dans les fesses de quelqu'un. Tu prends un œuf, tu mets dans ses fesses, ça devient un œuf dur. Vois une omelette. Ha! Ouh, coucou! Non, ça fait pitié. Donald Trump a été intraitable envers Zelensky. Donald Trump a été intraitable avec Zelensky. Intraitable. Alors, je vais vous prendre une vidéo qui illustre bien cela. Je vais prendre, hop, celle-ci.
actuellement, vous n'êtes pas dans une bonne position. L'Ukraine est dans une mauvaise position et vous l'avez permis ça d'arriver. Depuis, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas de contrat maintenant. Avec nous, vous allez maintenant... Vous êtes en train de parier avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect à ce pays, cette nation. Et est-ce que vous avez dit merci une seule fois? Ici, dans cette réunion, est-ce que l'on vous a entendu dire merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et faire campagne pour l'opposition en octobre. Et vous devez apprécier ce que nous faisons. Le président tente de sauver. Zelensky allait faire... Appréciez ce que nous faisons. Le président tente de sauver votre pays. Excusez-moi. Si vous croyez que vous parlez plus fort, si vous parlez fort, vous allez avoir raison. Quand vous parlez de la guerre en Ukraine, il ne parle pas fort. Votre pays a des gros problèmes. Et vous n'êtes pas en train de... Continuez. A des gros problèmes. Et vous n'êtes pas en train de gagner, vous n'êtes pas en train de vaincre. Mais il y a beaucoup de chances que vous puissiez vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, depuis le début, nous avons été seuls. Mais on vous a dit merci. On vous a donné, avec le président stupide, on vous a donné 350 milliards de dollars. On vous a donné des équipements et du matériel militaire. On vous a servi de notre équipement. Si vous n'aviez pas notre équipement militaire, cette guerre aurait été finie en une quinzaine de jours. 15 jours, Poutine allait finir avec lui. Je vous donne un autre extrait. Un autre extrait. C'était grave aujourd'hui. Attendez, je vous prends une version encore plus longue. Il faut que vous entendiez comment les deux hommes se sont parlé. Ça s'appelle sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Zelensky, Trump. Je vous dis que c'était grave. J'enlève juste la pub. Trump. D'accord. Vous voulez que je dise des choses atroces sur Poutine et ensuite dire « Salut Vladimir, comment ça va? On s'en sort sur cet accord ?» Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas aligné avec Poutine ni avec qui que ce soit. Je suis aligné avec les États-Unis d'Amérique. Et je travaille pour le bien du monde. Je suis aligné avec les intérêts du monde et je veux passer à autre chose. Vous voyez toute la haine qu'il a contre Poutine. C'est difficile pour moi de trouver un accord avec autant de haine. Donc je comprends bien. Mais je peux vous dire que l'autre côté, l'autre parti, écoutez bien, ne l'aime pas vraiment non plus. Donc, sur cette question d'alignement, je dois dire que je suis aligné avec les intérêts du monde. Je veux passer à autre chose, je veux régler ce conflit. Je suis aligné avec les intérêts de l'Europe. Je veux voir si on peut réussir cet accord. Vous voulez que je sois dur? Je peux être plus dur que qui que ce soit. Je peux être tellement dur. Mais on n'aura jamais un accord comme ça. Donc voilà comment on avance. Une autre question. Oui, j'aimerais réagir. Là, c'est le vice-président. Les États-Unis d'Amérique ont eu un président qui a organisé des conférences de presse et qui a parlé en des termes durs sur Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine et a pris une partie du pays. Le chemin vers la paix et la prospérité consiste à s'engager avec la diplomatie. Nous avons essayé la technique de Biden de taper un petit peu sur son torse et dire que les mots étaient plus importants. Mais ce qui fait des États-Unis un bon pays, c'est que les États-Unis travaillent par voie diplomatique. Voilà ce que fait le président Trump. Il occupe de grands territoires sur l'Ukraine, dans l'est de l'Ukraine et la Crimée. Vladimir Poutine a envahi la Crimée en 2014. Pendant de nombreuses années, donc je ne parle pas que de Biden, mais il y avait Obama, le président Obama, puis le président Trump, puis le président Biden. Écoutez bien. Le président Trump. Et nous espérons que le président Trump arrêtera cette guerre. Mais en 2014, personne n'a arrêté Poutine. Il a tout simplement occupé la Crimée. Il a tué des personnes. Vous savez,
en 2015, en 2014. Mais je n'étais pas là. Ah, il dit qu'il n'était pas là-bas. Trump dit que lui n'était pas là-bas. Oui, mais en 2014 jusqu'à 2022, la situation était la même. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont mortes. Personne ne l'a arrêté. Nous avons échangé avec lui. Nous avons échangé en bilatéral à de nombreuses reprises. Et avec lui, nous avons signé, comme en 2019, j'ai signé avec lui un accord. J'ai signé avec lui, avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, nous avons signé un cessez-le-feu. Incroyable. Et tout le monde m'a dit que nous avons signé, hein, c'était écrit. Ouais, c'était écrit. Mais après ça, il a brisé le cessez-le-feu. Il a tué nos concitoyens. Il n'a pas échangé de prisonniers. Pourtant, nous avions signé un accord sur l'échange de prisonniers, mais il n'a pas respecté le contrat. Ouais. De quel type de diplomatie parlez-vous, JD? Que signifiez-vous? D'une diplomatie qui peut mettre un terme à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ce n'est pas respectueux de venir à la Maison-Blanche et de dire ça aux médias. Vous forcez des personnes à aller sur la ligne de front. Vous devriez remercier le président Trump de mettre un terme à ce conflit. Mais vous devriez voir le conflit. J'ai vu les histoires. Et je sais ce que vous faites. Vous faites une tournée de propagande. Vous avez des difficultés à recruter des personnes pour l'armée, non? Et vous venez à la Maison-Blanche et vous vous attaquez à l'administration qui essaie de éviter la destruction de votre pays. Beaucoup de questions. Commençons par la première. Tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous. Et vous avez un océan entre la guerre et vous, mais vous allez ressentir l'impact. Vous ne savez pas ça. Non, ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de régler un problème. Ne nous dites pas ce que l'on va ressentir comme effet. Non, vous n'êtes pas en position de nous dire ça. C'est la première chose. Vous n'êtes pas du tout en position de dicter ce que nous allons ressentir ou les impacts que nous allons ressentir. Nous allons nous sentir très très bien. Nous allons nous sentir forts. Vous allez vous sentir influencé. Vous n'êtes pas en position pour le moment de dire quoi que ce soit. Et tu n'as rien à dire. Vous n'êtes pas dans une bonne position aujourd'hui. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Eh oui. Grâce à nous, vous avez quelques cartes en main. Monsieur le Président, vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est un manque de respect pour le pays, ce pays. Je vous respecte. Est-ce que vous avez dit merci au moins une fois? Durant cette réunion, est-ce que vous avez dit merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et vous avez fait campagne pour l'opposition au mois d'octobre. Donc au moins vous devriez exprimer de la gratitude envers les États-Unis et le président essaie de sauver votre pays. S'il vous plaît. Si vous parlez fort de la guerre, il ne parle pas fort. Il ne parle pas fort. Votre pays est en très grande difficulté. Est-ce que je peux parler? Non, vous ne parlez pas. Votre pays est en difficulté. Oui, je le sais. Vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas. Vous avez une chance de vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, nous sommes forts dans notre pays. Depuis le début de la guerre, nous avons été seuls et nous sommes reconnaissants. Vous n'avez pas été seul. Vous n'avez pas été seul. Nous vous avons donné 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné de l'équipement militaire. Vos équipes sont courageuses. Mais si vous n'aviez pas notre équipement militaire, si vous n'aviez pas notre matériel militaire, cette guerre se serait terminée en 2 semaines. 2 semaines. En quelques jours, oui, je l'ai entendu de la part de Poutine. En 3 jours. Peut-être moins. En 2 semaines. Eh bien oui. Ça va être vraiment très difficile de faire des affaires comme ça. Vous devriez au moins dire merci. J'ai dit merci à de nombreuses reprises au peuple américain. Mais il y a un désaccord. Et il va falloir régler ces désaccords, ces différends, avant de parler et de dire des mensonges aux médias américains. Mais je pense qu'il est bon pour les Américains de voir ce qui se passe. Je pense que c'est très important. C'est pourquoi cet entretien dure aussi longtemps. Vous devez être reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes en main. Vous manquez de soldats. Vous avez de moins en moins de soldats. Ce serait. Et ensuite vous nous dites, oh, je ne veux pas de cesser le feu, je ne veux pas de cesser le feu. Je veux continuer, je veux faire ci, je veux faire ça.
Si vous pouviez avoir un cessez-le-feu aujourd'hui, eh bien, il faudrait le prendre afin qu'il n'y ait plus de morts. Oui, évidemment que nous voulons un terme à la guerre. Mais vous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu. Moi, je veux un cessez-le-feu. Parce que vous aurez un cessez-le-feu plus vite qu'un accord. Mais demandez l'avis de notre population sur un cessez-le-feu. C'est Biden qui n'est pas très intelligent. C'était avec Obama. Mais c'était votre président. C'est avec Obama qui vous a donné... moi, je vous ai donné les Javelin pour vous attaquer à ces tanks. Obama vous a donné pratiquement rien. Moi, j'ai donné des missiles. Et vous devez être plus reconnaissant. Parce que je peux vous dire que vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, vous avez des cartes. Mais sans nous, vous n'avez aucune carte en main. L'accord va être difficile à signer, parce que les attitudes ont changé. Et si la Russie rompt le cessez-le-feu, qu'allez-vous faire s'il y a une violation de la part de la Russie du cessez-le-feu? Qu'entendez-vous? Elle demande qu'est-ce qui va se passer si la Russie rompt le cessez-le-feu. Oui, ben, et si une bombe vous tombe sur la tête maintenant? Et s'il viole le cessez-le-feu? Et ils l'ont violé avec Biden parce qu'il ne le respectait pas. Il me respecte, il respecte Obama. Je vais vous dire une chose, c'est que Poutine a traversé beaucoup de choses avec moi. Il y a eu une fausse chasse aux sorcières où il y avait toute cette histoire sur la Russie, l'influence russe sur mon élection. Il y a eu toutes ces arnaques avec Biden, avec Hillary, avec Adam Schiff. Il a traversé ça avec moi. Il a traversé tout cela. Et nous n'avons pas fini en guerre. Il a traversé tout ça. Il a été accusé de beaucoup de choses, mais il n'avait rien à voir avec tout cela. Nous avons vu l'affaire de Hunter Biden. C'était vraiment terrible tout ce qui s'est passé. Ensuite, on a parlé de l'ordinateur portable de Hunter Biden qui était rempli d'informations par la Russie, etc. Et Vladimir Poutine a été accusé de toutes ces choses alors qu'il n'avait rien fait. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Poutine. Il a peut-être violé des accords avec Obama, avec Bush, avec Biden. Il a fait, peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il n'a pas rompu les accords qu'il a signés avec moi. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir un accord, mais le problème aujourd'hui, c'est que je vous ai autonomisé pour que vous soyez dur. Et je ne pense pas que vous soyez dur sans les États-Unis. Et vos concitoyens sont très courageux. Mais on doit signer un accord ou alors c'est fini. Et si c'est fini, vous allez voir les conséquences. Je ne pense pas que ce sera de bonnes conséquences pour vous, mais vous devrez continuer à vous battre seul. Mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois que nous aurons signé cet accord, vous serez dans une bien meilleure position. Mais vous n'êtes pas du tout reconnaissant. Et ça, ce n'est pas sympathique. Je vais être tout à fait honnête, ce n'est pas sympathique. Très bien, je crois qu'on en a assez vu. Qu'en pensez-vous? Ça va être de la bonne télévision, ça je peux vous le dire. Donald. Non, tu es l'homme. Nous allons voir ce qu'on peut faire. Merci. Bon, écoutez. Voilà un extrait de l'entretien houleux qui a eu lieu aujourd'hui même à Washington entre Donald Trump, président des États-Unis, et Volodymyr Zelensky, le président de ce qui reste de l'Ukraine, l'agresseur du Mali et de l'Afrique. Que doit-on retenir de cet entretien? Que Donald Trump rejoint le président Vladimir Poutine et la Fédération de Russie, et il rejoint les plus de 3/4 de l'humanité sur la compréhension du conflit qu'il y a eu et qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Premièrement, contrairement aux apparences, certes, l'armée russe a envahi l'Ukraine le 22 février 2022, 24 février 2022 exactement, mais Poutine et Trump sont d'accord pour dire que c'est parce que l'OTAN n'a pas arrêté d'aller provoquer la Russie en avançant son infrastructure militaire, nucléaire, ses missiles aux portes de la Russie, que la Russie, voyant que l'OTAN se préparait à prendre le contrôle de l'Ukraine, c'est-à-dire à la dominer militairement dans son périmètre vital, la Russie a pris ses responsabilités et elle est entrée en Ukraine pour établir en quelque sorte sa sécurité. Donald Trump, président des États-Unis, et Vladimir Poutine, président de la Russie, sont d'accord sur la compréhension du conflit. Ils rejoignent dans cette analyse le pape François, qui a dit que la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'aurait jamais éclaté si l'OTAN n'était pas venue, je cite le pape François, pape de Rome, aboyer aux portes de la Russie. Et tout le monde peut bien regarder l'emplacement
eh bien, des forces armées de l'OTAN en 1991, au moment du démantèlement de l'ancienne Union soviétique, et regardez l'emplacement des forces de l'OTAN maintenant en 2025. Vous allez voir qu'ils sont partis de l'ouest vers l'est et qu'ils sont arrivés aux frontières de la Russie avec leur infrastructure nucléaire, menaçant littéralement la Russie de dépeçage, la menaçant de soumission, de vassalisation à travers leurs dispositifs stratégiques. Ça, c'est le point 1. Deuxièmement, Trump et Poutine sont d'accord pour dire que c'est le traitement qui a été réservé aux Ukrainiens russophones par le régime de Zelensky. Ce traitement-là a accéléré l'entrée des troupes russes pour défendre les populations russophones d'Ukraine. Trump est d'accord là-dessus avec Poutine et accorde à Poutine que les territoires qu'il a conquis militairement à l'est de l'Ukraine restent à la Russie. D'autant plus que ce sont des territoires majoritairement russophones. Deuxième point. Troisième point, Donald Trump dit devant le monde entier que l'Ukraine ne peut pas faire plus de 2 semaines de guerre contre la Russie. Et que la guerre que nous avons vue depuis 2022 n'est pas la guerre de l'Ukraine contre la Russie. C'est parce que les États-Unis, l'Union européenne, bref, l'OTAN, est le principal fournisseur militaire et même de renseignements et même d'opérations de l'Ukraine que l'armée ukrainienne tient jusqu'à ce jour le peu qu'elle peut tenir. C'est le chef de l'État américain, Donald Trump, qui le dit, en mondovision, en pointant Zelensky du doigt, en disant « Sans nous, vous n'avez aucune carte. Sans nous, vous ne pouvez pas jouer au dur. C'est nous, les Américains, c'est nous, l'OTAN, c'est nous, l'Occident, c'est nous, l'Union européenne, qui vous avons soutenu. Si nous vous retirons votre soutien, quatrième information, vous allez voir. Si nous vous retirons votre soutien, vous allez voir. Vous allez déchanter. Poutine va vous tailler en pièces. » Dans d'autres déclarations, Donald Trump a même dit que si Vladimir Poutine n'avait pas de sentiment pour le peuple ukrainien, qui est un peuple frère du peuple russe, il aurait déjà rasé toutes les villes ukrainiennes. Donald Trump l'a dit. Il y a une cinquième chose qui est importante, c'est qu'on ne sait pas le contenu de l'accord sur les ressources minières ukrainiennes qui a été proposé par Donald Trump à Zelensky. Ce qu'on sait quand même, c'est que Trump est un homme d'affaires. Et il dirige les États-Unis en chef d'entreprise. L'entreprise Make America Great Again. Pour lui, les États-Unis ont dépensé près de 400 milliards de dollars pour financer Zelensky dans sa guerre contre la Russie. Il faut que les États-Unis rentrent dans leurs fonds avec intérêt. Donc on peut imaginer que l'accord qu'il avait rédigé là, dont il a commencé à faire signer certaines pages à des dirigeants occidentaux, et peut-être, je n'en suis pas certain, peut-être déjà au président Macron, dans cet accord-là, les États-Unis probablement dépouillent l'Ukraine de tout ce qui lui restait de réserves stratégiques. Et il est certain que Zelensky ait trouvé qu'après l'avoir utilisé pour faire la guerre contre la Russie, c'est vraiment méchant de lui prendre tout ce qui reste de l'Ukraine et de le mettre dans les comptes bancaires américains. Zelensky est donc arrivé à Washington, étant très boudeur. Quand il a lu sans doute le texte de l'accord, son sang n'a fait qu'un tour. Vous savez que Zelensky à la base c'est un comédien, c'est un type d'émotion, c'est un émotif. Son sang n'a fait qu'un tour et il a commencé à grincer des dents. Alors que Trump lui dit, je vais te sauver la vie, toi-même, Zelensky. Je vais te sauver peut-être ton pouvoir. Tu auras un petit pouvoir dans la nouvelle Ukraine. Eh bien, débarrasser des territoires devenus russes. Je vais t'arranger, mais en retour, tu ne me refuses rien. Je veux que les États-Unis rentrent dans leur compte, que les États-Unis récupèrent leur argent. Donc, on peut imaginer que Zelensky trouve l'accord minier extrêmement injuste. Mais dans la même période, l'actuel ministre français des Affaires étrangères, ou plutôt, oui, non, c'est pas le ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a dit que la France était en train de négocier depuis un certain nombre de mois avec l'Ukraine un accord sur l'exploitation des ressources minières. Donc, en fait, on découvre que l'Occident n'avait pas volé au secours de l'Ukraine pour les soi-disant nobles raisons habituelles. La démocratie, l'état de droit, les valeurs. Non. En fait, tout le monde est allé en Ukraine pour la dépouiller. Vous avez vu? L'accord là que Trump veut faire signer à Zelensky, mais en réalité, c'est la privatisation du sous-sol ukrainien et des terres arables, les terres fertiles exceptionnelles de l'Ukraine. D'accord? Mais on découvre que même côté français, il était question de faire signer aux Ukrainiens des accords qui leur permettent de récupérer les richesses ukrainiennes à très bas prix. Vous voyez? Tout ceci n'est-il pas une école pour l'Afrique? C'est une école pour l'Afrique, il faut en tirer 3 leçons. Il ne faut plus jamais croire à la propagande de la démocratie et des droits de l'homme.
c'est de la propagande. Quand ça sort de l'élite néocolonialiste et impérialiste occidentale. Tant pis pour celui qui croit en cette histoire. Au nom de la démocratie et des droits de l'homme, ils ont cassé la Somalie. Ils ont cassé la Syrie. Ils ont cassé l'Irak. Ils ont cassé la Serbie. Au nom de la démocratie et des droits de l'homme, ils ont déstabilisé le Sahel. Au nom de la démocratie et des droits de l'homme, ils attaquent tous les pays qui résistent en réalité à leur conception des intérêts, à leur conception du droit international et de l'économie internationale. Première leçon, ne plus se laisser charmer par cette propagande, les juger sur leurs actes. Deuxième leçon, regardez Zelensky. Quand on lui disait que servir l'impérialisme occidental n'a jamais rien rapporté à personne, il n'a pas écouté. S'il avait regardé l'histoire du monde, il aurait vu Manuel Noriega, qui pendant très longtemps était la marionnette des États-Unis, qui a fini par se faire récupérer et jeter en prison aux États-Unis, le dictateur du Panama. S'ils avaient regardé l'histoire, ils auraient vu Saddam Hussein, qui a servi aux Américains de cheval de Troie pour attaquer l'Iran. Il était président de l'Irak. Pendant 10 ans, une guerre qui a coûté plus de 3 millions, 4, 5, 6 millions de morts à l'Iran et à l'Irak. Elle a été menée et Saddam Hussein était armé par l'Occident, notamment les États-Unis, contre le régime de Khomeini. N'est-ce pas? Comment Saddam Hussein a-t-il fini? Pendu par les Américains. Oui ou non? Venons en Afrique. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, qui avait reçu 250 000 $ de la CIA pour tuer Lumumba. Où est-ce qu'il a fini, Mobutu? Il a fini renversé par un complot de la même CIA soutenant Museveni, Kagame et Kabila pour prendre le pouvoir à travers l'AFDL à Kinshasa. Oui ou non? Il a fini enterré, pesant 36 kilos, au Maroc. N'est-ce pas? Muammar el-Kadhafi, le guide libyen, avait tenté une embellie avec l'OTAN, avec les États-Unis en général, en passant par la France de Sarkozy. Il lui a donné des dizaines de millions de dollars libyens pour financer sa carrière politique en échange de sa médiation auprès des autorités occidentales. Ça a fini comment? C'est l'OTAN qui a tué Kadhafi et principalement les puissances américaines, françaises et britanniques dirigées par Obama, Sarkozy et Clinton. Obama, Sarkozy et Cameron. Ce sont eux qui ont tué Kadhafi. Après avoir donné à Kadhafi l'impression qu'ils le réintégraient dans leur soi-disant communauté internationale. Voilà quelques exemples très simples du service qu'ils ont rendu à ceux qui leur rendent service. Au point que la diplomatie iranienne a publié ces derniers temps un petit communiqué pour dire que ceux qui servent les intérêts de l'impérialisme américain n'ont jamais été récompensés. Les Iraniens le disent parce qu'ils se souviennent du sort qui a été réservé à Saddam Hussein. Leur pire ennemi. C'est sous injonction américaine. Ce sont les soldats américains même qui sont allés le trouver dans le trou où il se cachait, qui l'ont livré à ses pires ennemis irakiens et qui ont veillé à ce qu'il soit pendu haut et court. Bon. Je rappelle tout ceci pour que les Africains comprennent très bien que quand toi, dirigeant africain, tu décides de servir les intérêts étrangers contre ton peuple, il ne faut pas penser que les étrangers là vont te protéger. Quand ils vont décider de changer de marionnette, parce que toi tu as été usagé, ce sont eux qui vont te pendre. Les puissances étrangères impérialistes n'ont aucune pitié pour leurs serviteurs. Elles savent que leurs serviteurs ne sont pas soutenus par les peuples qu'ils ont martyrisés. Donc quand elles veulent se débarrasser de leurs serviteurs, c'est sans scrupule. On sait que de toutes les façons, tu as un dictateur au Congo, tu as un dictateur au Cameroun, tu as un dictateur en Côte d'Ivoire, tu as un dictateur en Afrique. Le jour où ceux qui t'ont aidé à être dictateur ne veulent plus de toi, l'Afrique ne va pas lutter pour toi. Le peuple ne va pas lutter pour toi. Ils vont quand même dire bon débarras. Donc voilà comment ils remercient en monnaie de singe tout ce qui les servent. Regardez Zelensky. Mais Zelensky, aujourd'hui à Washington, en réalité, la grande question qui se pose pour lui, c'est de savoir qu'est-ce qui explique. Il y a 3 questions qui se posent sur le comportement de Zelensky. Première question, pourquoi a-t-il osé contredire Donald Trump alors qu'il sait qu'il est en position de faiblesse sur le papier? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il a contrarié Donald Trump et qu'il n'a pas signé l'accord que Donald Trump avait préparé pour lui avec le stylo qui était déjà posé dans la salle où on a vu le même Donald Trump accompagner le président Macron. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, voilà les 2 questions. Je commence par la première. Je fais l'hypothèse que si Volodymyr Zelensky a osé
défier, régember, rouspéter quand son maître, son tuteur Donald Trump lui parle dans le bureau ovale des États-Unis. Qui plus est en présence d'un bouillant vice-président, DJ Vance, qui était littéralement ici comme le pitbull de Trump. C'est-à-dire que Trump tenait la laisse et il envoyait DJ Vance mordre de temps en temps Zelensky, juste pour le plaisir. Bon. D'où est venu le courage de Zelensky de contredire devant les caméras en Mondovision le président Trump et son vice-président? Ce courage vient du fait qu'il sait qu'aux États-Unis, toute la classe politique n'est pas rassemblée derrière Trump. Il sait que les démocrates qui ont perdu les élections, eh bien, souhaitent que Trump échoue dans son rapprochement avec la Russie. Donc, Zelensky aux États-Unis sait qu'il est soutenu par les anciens défenseurs de ce qu'on a appelé le deep state américain démocrate. S'il a osé parler comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il a des soutiens à Washington, c'est-à-dire dans l'ancien régime Biden-Obama. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier point. Et un deuxième point qui est important. Il sait que le président Donald Trump a conscience d'être assis sur un fauteuil éjectable, non pas par des voies démocratiques. Le président Donald Trump est l'un des rares présidents qui est réélu, après avoir déjà été élu une fois, et qui, avant de s'installer pour la deuxième fois sur le fauteuil, échappe à un assassinat. L'oreille de Trump a encore le trou de la balle qu'il a loupée. Et Zelensky sait que Trump sait que sa politique contre les intérêts de l'oligarchie pro-démocrate, cette politique lui vaut beaucoup d'ennemis aux États-Unis. Donc, l'attitude de Zelensky s'explique par le fait qu'il sait que les ennemis américains de Trump sont ses amis, lui, Zelensky. S'il se comporte comme ça, c'est parce qu'il compte sur le lobby anti-Trump. C'est pas parce que les démocrates ont perdu le pouvoir aux États-Unis qu'ils n'ont plus de pouvoir de nuisance. La preuve, Trump sait que sa sécurité est en danger. Avant même qu'il ne se rasseye sur le fauteuil du président, ses oreilles ont déjà sifflé, une balle a déjà perforé son oreille droite. Donc, voilà l'arrière-fond, à mon avis, de l'attitude de Zelensky. Zelensky sait que tout l'establishment politique américain n'est pas rassemblé derrière Trump. Et s'il ose s'opposer à Trump comme ça, c'est parce qu'il compte sans doute sur un retournement de situation, tôt ou tard aux États-Unis. Et il compte sur le fait que le lobby peut encore peser dans la politique internationale américaine et empêcher Donald Trump littéralement de le livrer. Voilà les sources du courage de Zelensky. En plus du fait que c'est un personnage, eh bien, émotif. Parce qu'on a bien vu qu'il était vraiment incapable de tenir ses nerfs aujourd'hui. Il se sentait tellement humilié qu'il s'est laissé aller à manquer de respect à celui qui l'accueille. En diplomatie en général, quand vous venez chez quelqu'un et que lui, vous vous rendez compte qu'il est sur un ton grand seigneur, il vous manque de respect. En diplomatie en général, vous baissez le ton, vous n'êtes pas dans votre pays. Vous rentrez à la limite chez vous et quand vous êtes rentré chez vous, là vous vous exprimez. Mais là, il a décidé de contredire Donald Trump en Mondovision dans le bureau ovale et DJ Vance lui a fait remarquer que c'est une offense grave. Du coup, on pose la deuxième question. Qu'est-ce qui va se passer? Alors Trump lui a dit, si tu ne signes pas l'accord que j'ai préparé, ce qui va t'arriver, je ne suis pas dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la durée de Zelensky au pouvoir à Kiev est en jeu. Et Zelensky a d'abord une personne qui ne veut plus voir sa tête à Kiev. C'est bien sûr la Russie de Poutine. Mais maintenant, il y a une deuxième personne qui ne veut plus voir sa tête à Kiev. C'est le gouvernement américain de Donald Trump. Ça fait deux. Donc Zelensky se retrouve entre le marteau américain et l'enclume russe. Un proverbe ivoirien dit, amusement où on applaudit, moustique n'est pas dedans. Amusement où on applaudit là, moustique n'est pas dedans. Parce que le moustique sait que s'il se retrouve entre le marteau et l'enclume, il est mort. Il est mort fini. Donc, il me semble que tous ceux qui aiment Zelensky, s'il y a encore des gens qui l'aiment dans le monde, devraient lui donner un seul conseil, c'est de démissionner de la présidence de l'Ukraine et d'aller directement dans un pays d'exil. Là, je viens à mes analyses à moi. Le président Zelensky, pour prolonger sa durée de vie, a intérêt à démissionner. Parce qu'il n'a plus le soutien américain et il est sûr d'avoir l'hostilité de la Russie. Donc, eh bien, le bon sens voudrait qu'il démissionne et qu'il permette à une administration ukrainienne moins marquée que lui de négocier
le cessez-le-feu, négocier la fin de la guerre, négocier la nouvelle relation avec l'Ukraine et l'Europe. Si le président Zelensky persiste à rentrer à Kiev dans le but, avec les menus moyens que pourraient lui apporter les Européens par exemple, s'il persiste à vouloir affronter la Russie, avec le retrait de l'aide militaire américaine, son pronostic vital, lui, Zelensky, est directement engagé. Et la conséquence numéro 2, c'est que la Russie risque de prendre davantage de territoire à l'Ukraine. En cas d'endurcissement sans moyens, eh bien, de l'attitude de Zelensky face à la Russie, les États-Unis vont retirer progressivement leur soutien militaire, de telle façon de s'assurer que l'Ukraine subisse une défaite complète. Et dans ce cas-là, Poutine pourrait aller jusqu'à Kiev. Il pourrait aller jusqu'à récupérer Kiev et dire que Kiev est russe. Voilà sur ce sujet-là ce que je voulais vous dire. S'il y a donc des gens qui aiment le président Zelensky, je pense honnêtement qu'ils doivent lui conseiller de venir en exil en France, en Angleterre ou en Allemagne, ou même de demander un asile politique aux États-Unis. Mais je pense que là-bas, ils vont même plus le garder. Il peut aller au Canada, les pays de ceux qui l'ont soutenu pendant sa guerre, qui restent là-bas. Moi, j'avais donné un conseil comme ça à un président. Malheureusement, mon conseil s'est avéré. À une semaine, mais c'était 10 jours même de son élimination, le président Idriss Déby Itno était à Brazzaville au Congo. J'ai fait une conférence ici pour lui dire qu'à mon avis, il ne faut plus qu'il rentre assumer le pouvoir au Tchad. Que s'il rentre là, avec toutes les vérités qu'il avait commencé à dire partout, eh bien, je craignais pour sa vie. Malheureusement, 10 jours plus tard, on annonçait qu'il avait été assassiné. Le président Zelensky que j'ai vu là est arrivé à la limite de sa capacité de manœuvre politique. Qui plus est, il n'a pas le soutien de l'écrasante majorité des pays du monde. Il a le soutien d'un certain nombre de dirigeants de l'Union européenne, même pas le soutien des peuples. Parce que les peuples européens ont beaucoup souffert. L'argent qui a été sacrifié, l'argent français, l'argent européen qui a été sacrifié au soutien de l'Ukraine, les Européens l'ont en travers de la gorge. C'est la crise énergétique, c'est la crise fiscale, c'est la crise budgétaire, c'est la crise économique dans toute l'Europe de l'Ouest. En partie à cause de l'augmentation du coût de l'énergie provoquée par la guerre russo-ukrainienne et par l'effort de guerre européen en faveur des Ukrainiens. Eh bien, donc les peuples en ont marre, en Europe ici. Voilà d'ailleurs l'un des facteurs d'augmentation de la montée en puissance de l'extrême droite. Voilà ce que je voulais dire. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.